Bonjour, bonjour à tous, bonne année. Alors, je suis Mathias Knoblor et bienvenue pour cette revue de projet numéro 13 de la frugalité heureuse et créative. On démarre l'année avec une session un peu particulière parce qu'on inaugure un nouveau format, le live YouTube. Alors, ça change rien pour vous qui êtes en visio, mais les autres auront le plaisir de le voir en replay sur la chaîne YouTube de la Fruga, dans la playlist dédiée les revues de projet. J'ai préparé des petites vignettes, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques et je vous demanderai d'être indulgent parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui Gilles qui va nous parler de rénovation et d'engagement. Pour le présenter rapidement, Gilles Meyer est l'un des deux cofondateurs de Maker Architect, une agence strasbourgeoise qu'il a créée en 2018 avec Arnaud Backer. On prend Meyer, on prend Backer, on les jette fort l'un contre l'autre et ça fait Maker. Mais en plus d'être la fusion habile de leurs noms de famille respectifs, leur agence incarne l'esprit Maker. Parce que Maker, c'est aussi un mouvement d'apprentissage collectif et collaboratif qui place au cœur de leur pratique. Par leur approche artisanale, et en ce sens, selon moi, hautement militante, chaque projet considère les ressources locales, que sont d'un côté le lieu et de l'autre le savoir-faire des artisans. Que ce soit pour des réhabilitations, des logements ou des projets publics, Gilles et Arnaud travaillent de concert avec les maîtrises d'ouvrage pour transformer chaque projet en une réalisation la plus durable possible. Voilà pour la présentation de l'agence. Et avant de plonger dans la présentation de Gilles, et pour souhaiter la bienvenue à ceux qui découvrent le format, je me permets de rappeler que ce sont des revues de projet. Que sont les revues de projet? En fait, c'est un espace d'échange. Il est né du besoin commun et grandissant de partager nos galères dès qu'il s'agit de proposer des alternatives frugales dans nos projets pour trouver ensemble des solutions autour des thématiques liées à la frugalité heureuse et créative. C'est en quelque sorte un lobby. Les objectifs sont de mutualiser nos retours d'expérience, consolider et enrichir le réseau, questionner la frugalité des projets et surtout motiver à franchir le pas. Alors, les réunions se tiennent en visio tous les 2 mois, le premier vendredi, entre 12h15 et 13h45, et c'est l'occasion pour tous, que ce soit des curieux ou des novices, des professionnels du bâtiment ou tout autre acteur de l'aménagement du territoire, de discuter de manière conviviale en cassant la croûte devant nos écrans avant un week-end bien mérité. Les revues de projet se déroulent de la manière suivante. L'intervenant, aujourd'hui c'est Gilles Meyer, nous présente son sujet pendant environ une demi-heure, modulo le temps qu'il juge nécessaire pour aller au bout de son sujet, et on a ensuite un peu moins d'une heure pour échanger, discuter, poser des questions. Pendant la présentation, je vous invite à noter vos questions dans le chat ou à les garder de côté et d'attendre la fin de la présentation pour les poser. Quand ce sera le temps des questions, je prendrai le fil du chat et je garderai un œil sur les mains levées et je ferai de mon mieux pour distribuer la parole. Alors, dans la continuité des dernières revues, axées sur la réhabilitation et la rénovation, on va donner la parole aujourd'hui à Gilles, qui a relevé pour nous 6 thématiques qui lui semblent cruciales dans sa pratique de la rénovation et qu'il nous illustrera avec 3 projets concrets. C'est maintenant l'heure de démarrer. Installez-vous confortablement, coupez vos micros, bon appétit, et Gilles, c'est à toi. Voilà, dans l'idée, c'est juste que la création d'agence, en fait, on se rend compte qu'on voulait revenir à des échelles beaucoup plus petites et indirectement, on s'éloigne un peu de ce côté très urbain qu'on pouvait avoir quand on sortait de l'école et nos expériences passées sur la région parisienne. Et du coup, là, on se rapproche vraiment d'un milieu beaucoup plus rural, périurbain, avec des thématiques et une approche qui est complètement différente et qui s'accroît, je trouve, en tout cas, plus le temps passe. Nous, notre secteur de prédilection aujourd'hui, c'est le Grand Est. On travaille
beaucoup en Alsace, dans les Vosges aussi, et un peu en Lorraine. On commence à avoir un espèce de... On a vraiment un sentiment d'appartenance, en tout cas à cette région, qui est notre région natale à tous les deux. Et on a grandi aussi dans des milieux périurbains ou voire très rural. Et du coup, en fait, c'est tout naturellement en fait qu'on se dirige vers ça. Voilà. Et du coup, vient aussi du coup forcément par rapport à ce travail de la ruralité, vient ce travail sur le respect, enfin sur l'existant en fait, et s'intéresser finalement à tout ce qui compose en fait notre territoire et du coup les bâtiments qui les composent et du coup les projets qui peuvent se rapprocher à cela. Et donc ce respect du déjà là en fait pour nous c'est très important. Euh, voilà qu'on essaye d'apprivoiser comme on peut avec le temps, avec les connaissances, avec les formations, avec les projets. Et du coup l'idée c'est de vous partager un peu nos trois projets, enfin à partir de trois projets en fait qu'on a en termes d'évolution d'agence. Là, je me suis intéressé pour l'instant sûrement sur la partie marché privé. Ça aurait pris trop de temps de faire les deux. Mais en tout cas, voilà, là, pour l'instant, la première approche, elle est sur les marchés privés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter trois projets, enfin, de parler autour de trois projets, en fait, sur des thématiques qui sont diverses, que je vais vous partager, du coup, mon écran aussi, parce qu'il n'est pas partagé, ça. Ouais, tu peux partager ton écran, ouais. Partager l'écran. Est-ce que c'est bon? Oh. Vous avez l'écran ou pas? Est-ce que vous avez l'écran ou pas? Ouais, c'est bon, on voit tout, c'est nickel. Ok. Bon, voilà, c'était ma page de garde pour ma petite intro, mais on l'avait pas, c'est pas grave. Du coup, comme je vous le disais, l'idée c'est de pouvoir vous présenter trois petits projets, d'abord dans les grandes lignes, mais ensuite d'aborder, on va dire, six thématiques qui nous touchent particulièrement et auxquelles on est confronté et qui méritent en fait de peut-être, qui méritent justement de pouvoir échanger et qui ont leur place, je pense, dans la revue de projet et qui, voilà, qui font partie en fait intégrante d'un projet dans sa globalité. Voilà, qu'on va aborder. Donc le premier projet que je vous présente rapidement, qui était un peu au démarrage de l'agence, qui est une réhabilitation de grange qu'on a réalisée à la Vente-Seno, qui a démarré du coup en 2019 assez vite, une fois qu'on avait ouvert. Donc nous, on avait ouvert l'agence fin 2018. Du coup, la Vente-Seno, c'est un peu au nord de Strasbourg, c'est toujours dans l'Eurométropole. Il y avait, vous le voyez, il y avait une petite maison des années 30 à droite et une grange sur la gauche. Il y avait déjà des petits travaux qui étaient effectués. Bâtiment avec quasiment pas de fondation, on l'a pu remarquer. C'était des briques en terre cuite, mais petit format du coup, des briques pleines. On avait constaté la meilleure d'utilité. Et puis sinon, la charpente était assez traditionnelle. À cette époque-là, on n'avait pas forcément encore toutes les connaissances sur le bâti ancien, mais assez vite, en fait, on s'est rapproché de trois professionnels, notamment sur la question de la charpente et sur les remontées d'humidité en amont pour essayer de pallier tout de suite dès le départ. Donc c'est comme ça qu'en fait on l'a relevé. Du coup, le projet, je vous en parle, je vous montre juste rapidement. Après, on abordera sur les différentes thématiques. On les verra des fois en plus en détail sur certains points. Du coup, le projet, c'était de faire une maison, du coup, que ce soit deux maisons. Une première maison sur la droite, donc c'était la maison d'habitation qui méritait une rénovation assez lourde, et à gauche la grange où les clients souhaitaient en fait y vivre. Donc il y avait une espèce de passation. On commence par la petite maison et en fait on finit par la grange. Donc là vous avez des vues avant-après. Et du coup, gros travail aussi sur le pignon, comme je vous disais avant, avec cette brique qui était très présente. Donc on a essayé de travailler un peu voilà, ce pignon ouest, qui était un peu le plus, avec un petit jardin à l'arrière, qui était un peu le plus du projet, du site.
un peu un endroit un peu coupé du temps, avec un petit arbre au milieu, très très beau. Donc l'idée c'était de pouvoir donner le maximum de vue aussi sur cet espace. Donc on a retravaillé intégralement ce pignon. Voilà. Vous avez aussi une vue un peu façade avant, façade après, on voit qu'il y avait un peu de vélo. Sachant que toutes les briques sont existantes. Il y a juste une partie qui avait été déposée pour être posée sur la gauche. La troisième référence sur laquelle on va un peu traiter les sujets, c'est une maison qui est à Bischofsheim. Du coup, ça, c'est un projet qui est venu juste un peu après. Donc là, c'était juste un peu période aussi Covid qu'on pourrait un peu aborder. Du coup, là, on est plus au Piémont, sur les Piémonts vosgiens. Voilà, c'est une maison des années 72 qui est constituée d'un socle béton armé avec très peu de fondation. Donc, en fait, parce que souvent, c'était un sol où il y avait la roche en dessous. Et au-dessus, il y avait, c'était les classiques des années 60, 70, briques de terre, briques de terre cuite mais creuse, et une charpente traditionnelle, donc un bâtiment assez simple, en longueur, voilà, qui est un peu dans la pente. Là, je vous montre un peu l'évolution du projet de la façade. Donc là, vous avez en fait la façade sur rue sur la première photo et les deux façades sur rue. Et donc ça, c'est la façade arrière qui donne un peu sur le jardin, où on voit un peu l'évolution du travail de façade sur la rénovation un peu lourde qu'on a effectuée sur ce bâtiment. Voilà, avec un travail de socle enduit et au-dessus un travail plus du coup en bardage. Voilà une petite vue d'insertion. Le projet terminé avec la petite vue qui va bien. On est un peu en hauteur, ça c'est bon. Et le troisième projet sur lequel on va un peu aborder des sujets, c'est un projet qu'on a démarré l'année dernière. C'est un écolieu à Bofsheim. Du coup, là, l'idée, c'est d'avoir là, du coup, c'est l'ancienne ferme dure pour ceux qui connaissent. Ils faisaient énormément ils faisaient de la production laitière et derrière, ils transformaient leurs produits pour en faire des yaourts. Vous en avez peut-être déjà mangé. Ils ont fermé en 2020, je crois. Ça va faire 4 ans à peu près. Suite à la Légionelle qui a attaqué en fait le labo et ça les a complètement coulés. Donc ils ont été obligés de vendre le site. Je crois qu'il y a encore des procédures en cours. Et donc en fait c'est une association qui s'appelle EcoBio Alsace qui a racheté du coup ce bâtiment. Et donc c'est un complexe assez grand, on le voit sur le plan masse. Du coup vous voyez en fait tout un site en fait qui a été racheté avec l'idée de donc c'est une association qui rachète et donc l'idée c'est d'en créer un écolieu. Voilà. Et donc pour l'instant nous on s'intéresse en tout cas à un projet qui s'attache sur un des bâtiments qui est un peu seul ici, qui permet en fait de lancer un peu une dynamique autour de l'écolieu, mais du coup en traitant un bâtiment un peu à part, en sachant que tous les autres sont très très imbriqués, donc ça demande forcément un travail plus conséquent et complètement différent. Voilà. Juste une petite vue, perspective qu'on a réalisée, mais on en parlera un peu plus de détail après. Voilà, du coup, premier point, c'est la relation de départ en fait entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Forcément, chaque client étant différent, c'est important un peu de resituer un peu aussi le contexte à chaque fois dans lequel ça s'inscrit. Pour le projet de la Vanzeno, en fait, le client, c'était un ancien archi de l'école. On s'était connu à l'école. Il a fait ses études d'archi et en fait, c'est devenu, il est plutôt allé vers l'infographie. Du coup, il nous faisait certaines de perspectives en fait d'intégration. Donc, il s'est un peu éloigné du milieu de l'archi, tout en gardant un lien avec les Perses. Du coup, c'est comme ça qu'il est venu nous voir. J'avoue, c'était pas si simple, parce que forcément, tu as affaire en face à un archi. Du coup, avec ses complexités, mais en même temps, il a quand même su arriver à prendre un peu de recul et à nous faire confiance. Et ça, je trouve que c'était quand même bien. Après, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été compliquées, mais on en parlera un peu plus en détail après. Mais en tout cas, voilà, pour resituer, donc c'est quelqu'un qui
qui était en cours avec nous et que du coup on connaissait plutôt bien et qu'on appréciait et qu'on s'appréciait et du coup voilà, on a essayé de travailler ensemble comme un accord. Pour la maison de Bischofsheim, en l'occurrence, c'est mon projet perso que j'ai réalisé du coup, donc ça a été plus simple. À part convaincre sa femme, c'est tout ce qu'il y a à faire en gros. Mais du coup, en l'occurrence, elle m'a fait beaucoup confiance, donc ça a été plutôt un projet qu'on a pu faire et un peu tester pas mal de choses, donc plutôt intéressant. Et pour le dernier, en fait, c'est cette Eco-Bio Alsace. Du coup, là, on a un degré de complexité différent en fait en suivant les projets. On a un cas où c'est une personne qu'on connaît et qui est architecte. Une autre, où en l'occurrence, c'est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Et là, pour le coup, Eco-Bio Alsace, c'est une multiplicité de maîtres d'ouvrage, avec notamment du coup tous les membres de l'association Eco-Bio Alsace, euh, qui décident en groupe en fait. Donc ils sont à peu près 5-6 à vraiment être décideurs. Il y a aussi le Gabion, qu'on traitera un peu après, mais qui du coup a un centre de formation qui prend du coup ses marques et qui va réaliser ses formations au sein de cet écolieu depuis décembre 2024. Et on a aussi les différents preneurs potentiels et intéressés du lieu et qui souhaitent du coup investir du coup le bâtiment qu'on va justement réaliser. Je ne l'ai pas dit avant, mais pour l'écolieu, en fait, pour tous les projets là, en fait, en tout cas là pour la grange, l'idée c'est de faire des habitations. Là, pour la Bischofsheim, c'est ma résidence d'habitation pour ma famille. Et l'écolieu, en fait, l'idée c'est de pouvoir en faire en tout cas un bâtiment artisanal et de créer des cellules qui permettent d'accueillir différents artisans un peu qui travaillent en local et qui travaillent la matière. Donc voilà, donc là en l'occurrence j'ai juste mis une image d'un forgeron qui pour l'instant est très intéressé pour essayer de prendre une cellule avec un de ses collègues. Voilà. Donc les relations de départ, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, dans le meilleur des mondes, ça aurait été que nous, en fait, de la manière dont on fonctionne, et je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas c'est comme ça qu'on essaie de faire. Donc après voilà. On essaie d'avoir un premier contact toujours avec le client. On essaie de prendre pas mal d'informations et les points importants, en fait, c'est forcément qu'ils réalisent une réhabilitation globale. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'appels en fait de gens qui veulent soit faire que de la réhabilitation thermique. Donc, on essaie de leur expliquer qu'en fait, ils vont pas, sachant qu'ils s'ils veulent faire que de la réhabilitation thermique, ils vont forcément toucher à autre chose qui peut toucher une façade ou autre, ou même un espace intérieur. Et du coup, pour nous, c'est important de leur expliquer en fait ce que ça veut dire qu'une réhabilitation globale et que c'est pas juste bénéficier des aides et de faire un projet où on va mettre une façade et juste changer les fenêtres sans trop réfléchir au projet. Donc pour nous, c'est important en fait pédagogiquement d'arriver à l'expliquer. Bref, forcément, c'est pas toujours simple, mais au moins on essaie de faire cet exercice. Voilà. Relevé diac, bien sûr, le programme, le budget. Toujours, on essaie d'associer toujours un ratio de budget au départ. On en parlera aussi du coût global à la fin. Et ça, c'est un sujet qu'on a toujours, parce qu'à un moment donné, on se refuse un peu de vouloir faire des projets si on sait déjà que le projet n'est pas viable en termes budgétaires. Donc, autant on essaie d'être transparent assez vite, voilà, pour l'indiquer. Évaluer les qualités pour un projet d'archi. Voilà, forcément, parce que on reste architecte, donc il faut qu'on essaye de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait apporter en fait au projet en plus. Donc déjà, généralement dans nos projets, on fait toujours des visites conseils. Ces visites conseils, elles ont lieu un peu après ce premier contact. J'ai mis un peu le listing de ce on traite en fait dans cette visite conseil. Ça nous permet en fait de se jauger en fait entre maître d'ouvrage et potentiellement archi, de voir un peu comment on pourrait travailler ensemble et d'essayer d'évaluer un peu, de faire un pré-diagnostic. Et on s'intéresse déjà un peu, on s'intéresse aussi souvent à la commune quand on la connaît pas. On regarde un peu les projets qui se font. Bref, on essaie de trouver un peu tous les éléments en fait qui font un peu le projet. Et c'est beaucoup de discussions en fait avec la maîtrise d'ouvrage pour essayer
trouver une issue qui soit favorable à tout le monde. Et de là, en fait, on essaie de proposer du coup un contrat avec une équipe. Donc pour moi, en tout cas pour nous, à l'agence, c'est important que même de respecter chaque maître d'ouvrage parce qu'il est différent, qu'il a des profils, des convictions, des connaissances différentes dans le bâtiment, dans l'archi, peu importe, et que on apprend en fait au fur et à mesure à s'adapter et à travailler beaucoup avec de la pédagogie et dans le dialogue. C'est pas toujours facile parce que bah, on le voit aujourd'hui forcément, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient soit tout savoir, soit et en fait c'est assez compliqué en fait d'arriver à faire de la pédagogie. Même nous en fait, on a besoin en fait de le travailler au fur et à mesure. Mais ça reste quand même la clé de beaucoup de projets. Donc là, on le voit en marché privé, mais c'est aussi valable dans le marché public, voire encore plus. C'est qu'en fait, il faut forcément qu'on dialogue beaucoup et qu'on explique beaucoup. Donc la pédagogie, ouais, c'est d'arriver à faire de la pédagogie, c'est ultra dur. Et ça s'acquiert que, à mon avis, avec beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Du coup, comme je disais avant, quand on bascule sur le contrat, du coup, on essaye aussi de monter une équipe tout de suite, la meilleure et voilà, que ce soit pour le bien du projet, mais aussi réglementaire. Du coup, forcément, au début à nos débuts, on n'avait pas forcément besoin, on faisait attache surtout d'un bureau de structure parce que c'était ce qui nous semblait le plus important. Aujourd'hui, on ne le voit pas forcément sur ces projets, mais on commence aussi à se rapprocher aussi de bureaux études thermiques qui nous aident justement à évaluer un peu les différents thèmes. Là, en l'occurrence, pour ces projets, on l'a pas. Mais voilà, en tout cas, pour la grange, on avait un bureau d'études bois et béton, c'était indispensable, avec les reprises en sous-œuvre, tous les travaux de charpente et autres qu'on avait. Du coup, on propose toujours un contrat. Quand on propose nos missions, on propose toujours de la co-traitance, avec une prestation qui est payée par maître d'ouvrage direct, mais on essaie de proposer dans l'idée toujours d'être global. On essaie toujours de proposer du coup une mission archi, mais aussi les coûts qui sont induits, et notamment les bureaux d'études. Et pour le BOFSIME, c'est surtout aussi d'avoir cette notion de bureau de contrôle qu'on a un peu omise parce que du coup, bah, il y a de nouvelles règles qui sortent qui sont pas forcément géniales. On pourra en parler, mais du coup, maintenant, on est éligible un peu dans quasiment tous les projets ou presque, à part la maison individuelle, à devoir prendre un bureau de contrôle. C'est une notion qui est apparue un peu avec un nouveau décret qui est sorti l'année dernière et que nous, en fait, on a un peu la pression de subir pour l'instant, enfin même que d'ailleurs même les bureaux de contrôle, eux, un peu découvrent. On pense que c'est beaucoup lié aussi au fait que bah, les catastrophes naturelles faisant, les assurances essayent du coup un peu de dédouaner et voilà, de passer un peu la main aussi à d'autres acteurs, et notamment les bureaux de contrôle. Ce qui fait que dans des petits projets, on va se retrouver, on se retrouve en fait à devoir faire appel à des bureaux de contrôle alors qu'on avait déjà des bureaux d'études et qu'on avait déjà les études, voilà, et qu'on a déjà les compétences qui sont là, mais le bureau de contrôle devient presque obligatoire. Donc c'est une donnée d'entrée maintenant qu'il va falloir prendre en compte et qui n'est pas anodine. Voilà. Oui, bien sûr. Bah, du coup, je vous en ai pas parlé, mais du coup, forcément, en tant qu'archi, s'il y a beaucoup d'archis qui nous écoutent, on le sait, en fait, on est un peu le chef d'orchestre de tout ce groupement, en fait, que ce soit ben, avec nos bureaux d'études, avec les bureaux de contrôle, les artisans. On est un peu ce maillon, en fait, qui crée, en fait, un peu ce lien entre tout le monde. Et c'est pour ça que en fait, on a cette qualité-là et d'un peu de maîtriser ou en tout cas d'essayer d'avoir des compétences qui font que on arrive du coup à discuter avec tout le monde et que du coup on en fait la synthèse. Et pour moi, c'est une évidence en fait que notre présence, elle est importante à ce niveau-là. C'est qu'en fait, on centralise un peu tout. Donc le maître d'ouvrage, finalement, il a cette tête. C'est nous qui sommes un peu ce lien. Donc forcément, il faut qu'on arrive à anticiper au maximum toutes ces choses. Et le sujet du bureau de contrôle, par exemple, pour les équipes, en fait partie.
Si on parle un peu de projet quand même, qui est important, c'est qu'à chaque fois, oui, comme je vous disais avant, c'est que chaque projet en fait qu'on essaie de sélectionner, on essaie de voir un peu ce qu'on peut y apporter. Des fois c'est une évidence, des fois ça l'est moins. Du coup, à nous en fait voilà de montrer. Donc par exemple pour la grange du coup à l'Avancenot. Donc là l'idée c'était en fait dans cette grange il y a il y avait un travail de niveau qui était assez important. On avait des niveaux, des demi-niveaux un peu partout. Donc c'était assez complexe d'arriver à aménager pour une grande famille autant de chambres et voilà. Donc en fait on a eu un gros travail sur la coupe. Donc en fait ça a été finalement un peu le projet s'est beaucoup dessiné en coupe. Et du coup là je vous ai juste mis en fait ces deux coupes à lesquelles qui montrent en fait un peu qu'en fait on avait quasiment 4 niveaux de plancher différents. Donc c'était assez sport d'arriver à trouver une harmonie et trouver quelque chose qui fonctionnait tout en respectant en fait les niveaux de plancher existants. Même s'il y en a un qu'on a dû un peu refaire parce qu'il était vraiment pas en bon état. Mais on a gardé les mêmes niveaux. Voilà. Et donc ça a été un beau travail. Et du coup, voilà, la coupe pour le coup a été très importante dans ce projet, malgré qu'elle se voit pas forcément en façade. On arrive là, la façon qu'on lit deux niveaux, mais en fait, il y a un jeu demi-niveau en fait sur la longueur du bâtiment qui fait que en fait ça donne une espèce de richesse en fait aussi au projet, mais du coup qui n'est pas forcément visible depuis l'extérieur. Sur Bichot, le petit truc en plus, au-delà du fait que c'est un projet où j'ai choisi d'y habiter, c'est qu'en fait ce projet en fait la maison était très très simple, elle était très linéaire, donc en fait il fallait qu'on essaie d'y apporter quelque chose sans forcément tout casser, même s'il y a eu un gros curage de fait. Mais là, en l'occurrence, ça a vraiment été de faire créer une double hauteur. Donc en fait, on a découpé la dalle sur une demi-partie du bâtiment. C'est tous les espaces de vie. Donc tous les espaces de vie, en fait, vous voyez en fait un peu l'évolution. Donc en fait, l'idée c'était de pouvoir vraiment avoir un bénéficier en fait de cette double hauteur qu'on pouvait pas exploiter l'espace des combles parce qu'elle est trop basse sous plafond vu qu'on est sur des pentes de toiture qui sont très très faibles. Du coup, on n'arrive pas à exploiter les combles. Donc l'idée c'était quand même de pouvoir valoriser cet espace. Et donc là, l'idée c'était de couper cette dalle et du coup de bénéficier de double hauteur. Donc là, vous avez un peu l'évolution avec trois photos un peu de l'évolution du projet au fur et à mesure avec la petite photo finale. Et sur l'écolieu, donc là forcément les intérêts étaient multiples. Au-delà des valeurs qui sont portées par la maîtrise d'ouvrage qui nous semblent importantes et que voilà on commence à vouloir revendiquer de plus en plus, c'était aussi que là l'idée c'était vraiment de créer un lieu artisanal, donc un lieu aussi à de l'échange où il y a de la formation. Et donc on est sur un projet qui est très tramé finalement déjà, parce qu'on retrouve en fait à chaque axe que vous voyez, on retrouve une ferme de charpente. Et ces fermes de charpente finalement génèrent indirectement de fait en fait des cellules. Et ces cellules, du coup, elles peuvent être soit mises en relation, soit individualisées, et du coup créer des espaces pour les artisans qui soient le plus généreux possible. Et du coup, en fait, indirect. Et du coup, on a de manière assez automatique et assez simple essayer de générer en fait et aménager au mieux, au plus juste en fait des cellules types qu'on a ensuite aménagées par rapport aux différents preneurs. Donc pour l'instant, on s'est intéressé surtout à 4 cellules parce qu'il y a potentiellement 2 preneurs, dont un qui prendrait 3 cellules et un autre qui prendrait une cellule. Donc on s'est un peu attaché un peu à voir par rapport à leurs besoins si dans les surfaces ça pouvait rentrer. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait différents tests au niveau de la façade aussi. Donc là, c'était un bel exercice et du coup, voilà, on a un travail sur la cellule qui est ultra intéressante et qui arrive à finalement à comment on arrive à créer quelque chose qui va être une cellule type et qu'on arrivera à répéter sur 10 trames, sur 10 travées, mais tout en ayant en fait et en répondant en fait à des programmes et à des activités qui soient différentes. Petit travail de coupe aussi sur ce projet, pareil avec des faibles pentes. On a une petite mezzanine aussi, ça permettait de créer un peu plus de surface et de générer un peu des espaces au-dessus qui pouvaient être de type bureau ou un peu de stockage. Voilà, mais aussi c'était ancien. Ouais.
sujet sont. Et ça, c'était les vues qu'on avait faites. On avait fait des vues volontairement parce que du coup, forcément, le lieu aujourd'hui, il a du mal à prendre forme. Un écolieu, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Les financements, ils tombent pas du ciel, c'est que du bénévolat. Donc en fait, l'idée, c'était de pouvoir les valoriser aussi un peu et de communiquer en fait sur le projet. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé un peu de faire de perspective sur le projet pour un peu monter le potentiel et puis pour devenir envie, quoi, tout simplement. Et voilà, du coup, pour nous, c'est quand même important qu'à un moment donné, dans les projets d'archi, on puisse se dire que c'est important de pas partir vers autre chose que ce qui est notre métier de base, c'est-à-dire faire de l'archi. Donc il faut toujours qu'on arrive à se raconter une histoire autour d'un projet, et c'est quand même quelque chose qu'il faut pas qu'on oublie, parce que voilà, des fois il y a la volonté de vouloir juste arriver à en vivre, et je trouve que c'est quand même vraiment pour arriver à se donner de la motivation et continuer à y croire et à vouloir. Et je pense que c'est une quantité de choses, mais ça passe forcément aussi par l'architecture, qu'il faut pas qu'on laisse de côté, mais qu'ils deviennent quand même, il y a un fondamental. Je bascule sur la matière, les matériaux. Du coup, pareil, depuis le début de l'agence, la construction de l'agence, on a toujours essayé de défendre les matériaux biosourcés, géosourcés et bien sûr, mais pour autant, on n'avait pas des connaissances suffisantes à notre démarrage. Du coup, sans prétention, au départ, dans le cadre de la grange à la Vansenot, quand on a démarré et avant le chantier, on avait prescrit des isolants qui étaient biosourcés et c'était déjà un grand pas par rapport à une maîtrise d'ouvrage qui n'était pas forcément sensibilisée. Donc là, dans le cas-là, on a réussi à faire du sarking en toiture, puisqu'on n'avait pas peu de hauteur en fait sur la mezzanine haute, ce qui fait qu'en fait, on a quand même réussi à mettre du sarking en laine de bois à 160 mm. On a quand même travaillé avec une scierie locale, on a fait des enduits chauds. Donc voilà, on a essayé quand même de pousser un peu le curseur sur ce qu'on savait, qu'on maîtrisait et qu'on pouvait mettre en pratique. Biflo, vu que c'était chez moi, en fait, j'ai pu faire pas mal de tests qu'on n'avait pas encore fait. C'était Même si ça faisait déjà quasiment 4 ans qu'on avait l'agence, mine de rien, en 4 ans, ben, le temps passe vite et du coup, on n'avait pas sorti tant de projets que ça, où on avait pu tester des choses. Donc, en fait, ça avait pu être un peu un chantier où on a pu quand même essayer beaucoup de choses et j'ai aussi pu essayer moi par moi-même. On a fait pas mal en autoconstruction. Et du coup, ça aussi, je trouve que ça a un truc en plus, c'est que du coup, on a pu apprendre aussi en faisant, et ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important quand on fait notre pratique et qu'on veut travailler vraiment sur le savoir-faire. Donc là, en l'occurrence, ce qui détache un peu, c'est surtout qu'on a travaillé un peu, on a travaillé l'isolation chambre, donc le chambre projeté, mais on a aussi travaillé un peu la brique de chambre qu'on connaissait pas, donc les blocs de chambre qu'on a maçonnés, donc c'est des essais qu'on a fait. On a aussi fait pas mal d'enduits à la chaux. Euh, on a fait tous les enduits à la chaux dans les espaces de vie. On a testé aussi le tas d'actes dans les salles d'eau. Et du coup, en fait, par cet apprentissage, en même temps, on a pu se rapprocher plus de Böhm, par exemple, qui nous a fourni la chaux et qui est pédagogiquement ultra intéressant. Donc, en fait, ça permet de créer aussi du lien plus que juste du visiter, par exemple, comme on peut le faire dans le cadre de notre travail avec la frugalité, mais c'est un peu plus. Et du coup, on crée un lien différent et on s'approprie en fait la matière de manière différente. Et du coup, c'était super intéressant de pouvoir aussi travailler des isolants différents, des matières différentes, des finitions différentes. Voilà. Et les tester. Ça marche. Et du coup, l'écolieu de Bofsheim, c'est un peu l'apothéose parce que du coup, on est sur un projet où on associe un maître d'ouvrage qui est ultramoteur et qui veut créer un écolieu, donc c'est forcément que avec des matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. Mais en plus de ça, on a la formation du gabion,
qui eux, ben voilà, leur volonté, c'est de pouvoir tester le maximum de matériaux et qui forcément rentrent en accord avec l'éco-rénovation. Donc en fait, on est un peu sur ce chantier un peu à grande échelle qui va être un chantier qui va durer sur un temps long, mais qui sera un peu un chantier de test ou même sur une simple isolation paille. On pourra tester différents types de poses d'isolation paille, sur à plat, sur champ, en caisson. Et du coup, ça va apporter beaucoup, ça va être générateur de pas mal de points positifs. Et il y aura aussi de la formation qui va générer. Et du coup, bref, en l'occurrence, là, on est sur la formation d'adultes, donc souvent en reconversion. Donc là aussi, du coup, ça permettra d'avoir des gens un jour qui sont sur le marché du travail, soit en tant qu'entrepreneurs, soit en tant qu'artisans à leur compte ou alors en salarié, mais qui du coup participeront aussi à cette dynamique autour de ce type de matériaux et qui seront sensibilisés sur notre territoire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez génial. Et du coup, il y aura aussi de la formation même professionnelle qui sera faite, notamment sur l'isolation terre-chambre en projection, qui est montée. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, il y a des choses qui se passent. Même si vous souhaitez y assister, voilà, ça fait partie un peu de te former aussi, archi. Je fais juste une petite parenthèse sur le matériau paille. On a eu pas mal de, sur plusieurs projets, on a voulu faire l'isolation en botte de paille qu'on n'a pas forcément réussi à placer, faute de connaissances, faute aussi de peut-être voilà, crainte des maîtres d'ouvrage, pas mal d'éléments en fait qui ont fait que aussi bah, forcément les épaisseurs de murs qui sont plus importantes. Là du coup à Bobside on va pouvoir y aller à fond sur les bottes de paille et du coup à côté de ça, ça nous a donné en fait, on a eu l'opportunité sur un autre projet, c'est pour ça que c'est un petit aparté, du coup qui est sur Saverne, qui sera des bureaux. Et en l'occurrence c'est du neuf, mais on est porteur de tellement de valeurs et tellement de choses que du coup on a accepté de le faire. Et du coup là on va tester ce qu'on appelle la paille hachée. Pour ceux qui connaissent, c'est un procédé en fait d'insufflation en fait dans des murs ossature bois qu'on trouvait assez intéressant parce que l'agriculteur, quand on a commencé à vouloir s'y intéresser, à se dire bah tiens on pourrait faire de la paille, il a son paille, il me disait bah ouais mais il faut que tu me dises parce que en fait moi bah, je moissonne pas, je moissonne pas en mars quoi. Donc du coup c'était d'avoir les besoins avant pour savoir comment il y procédait et quelle taille de botte on voulait, enfin bref, tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, nous, on sait qu'un projet n'est jamais linéaire. Du coup, l'important, c'était qu'à un moment donné, on s'est dit, mais c'est quand même fou qu'on n'arrive pas à les placer. Et du coup, là, j'ai découvert cette histoire de paille hachée qui se fait du coup pour l'instant en Sud-Ouest. Donc, c'est la société Yellow, aujourd'hui en France, qui le développe. Donc, ils sont pour l'instant au sud-ouest. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir des antennes un peu partout en France. Et il y en a une en construction proche de Reims. Du coup, qui travaille du coup, avec des agriculteurs à peu près à 50-60 km en rayon. Et du coup, je trouve ça assez prenant parce que du coup, on est sur un matériau finalement l'agriculteur peut du coup en faire des grosses bottes qui est emmené en plot en vrac, qui est du coup transporté en vrac. Et de ce vrac, en fait, on arrive du coup à le déchiqueter et en faire en fait une paille qu'on arrive à insuffler comme on insuffle de la ouate. Donc, je trouve que ça a pas mal de sens parce que du coup, ça permet d'utiliser ce matériau à plus grande échelle que juste sur la botte. Et donc, voilà, je trouve que c'est quelque chose ça fait partie un peu des projets, voilà, des petits matériaux comme ça qu'on découvre, la manière en fait, de pratiquer en fait, la matière de ce matériau qu'on découvre et voilà, qu'on pousse un peu aussi. Donc, bien sûr, bah, comme je le disais, du coup, l'idée, c'est de pouvoir toujours, en fait, sur chaque projet, on essaye, en tout cas, surtout sur le privé, c'est un peu le moment d'en profiter parce on est quand même moins réglementé. Donc, c'est quand même l'idée de pouvoir essayer, développer, tester. Et du coup, dans l'idée toujours d'avoir une approche la plus globale possible. C'est pas parce qu'on va mettre un isolant qui est biosourcé et que tout le reste est catastrophique qu'on a un projet qui est vertueux, bien loin de là.
Du coup, l'idée, c'est de pouvoir rester toujours sur une approche qui est bien sûr volontairement globale, et s'il y a des arbitrages à faire, de les faire en amont. Voilà. 6.5, du coup, bah forcément, dans un projet, bah, c'est la partie chantier et les complexités qui s'y rapportent. De la même manière, il y a une évolution aussi au fur et à mesure de la pratique de l'agence, où on fait beaucoup plus attention à la manière dont on défend nos projets. Et même si on a toujours eu cette vocation à se dire que le chantier est primordial et qu'il est indissociable finalement d'un projet global, on ne peut pas faire un projet sans faire le chantier pour nous. Mais aujourd'hui, la tendance fait que en fait, on est obligé toujours un peu de trouver des compromis. Quand on avait démarré, on n'avait pas forcément assez d'engagement peut-être là-dessus, notamment sur l'exemple de la bande sono, où là-bas, du coup, on avait fait un projet global donc sur la maison et sur la partie grange. Et du coup, la maîtrise d'ouvrage a suivi le chantier de la partie petite maison là qu'elle voulait habiter en premier lieu, à rénover. Donc nous, on avait fait un projet en pro, on avait fait un pro qui était bien détaillé, avec des volants et tout. Et finalement, bah forcément, il est parti sur complètement autre chose parce que l'artisan lui a dit qu'il faisait pas et qu'il pensait que ça allait coûter plus cher. Donc il a fait une rénovation différente de celle qu'on avait décrite. Et sur la partie grange, il voulait absolument faire lui-même toute la partie second œuvre. Du coup, on avait défini de faire juste le chantier un peu couvert. Donc on a essayé de faire le peu couvert le mieux qu'on pouvait. Et derrière, du coup, bah, on ne sait pas trop ce qu'il a fait en seconde œuvre. Parce que voilà, finalement, je crois qu'il a quand même pris quelqu'un pour le suivre, mais pas nous. Donc du coup, voilà, ça nous a montré aussi qu'il faut qu'on réfléchisse différemment par rapport au projet et bien en amont en fait pour bien cadrer les choses et dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on suive, pas que ça parte dans tous les sens parce qu'aujourd'hui le projet, je suis pas sûr qu'on ait encore les isolants corrects et que le projet soit tenu comme on l'avait dessiné. Sur ma maison, c'était plus facile à Bichot parce que forcément, bah, je suis maître d'œuvre et je suis maître d'ouvrage. La grosse difficulté là-bas, bah, au-delà du chantier, c'était surtout de trouver des entreprises. Bah, elles étaient toutes complètement bouquées parce que c'était ce moment où il y avait de l'inflation qui était très forte. Donc voilà, et aussi on avait quand même un petit réseau, donc ça nous a quand même permis de s'en sortir. Et on a pris vraiment des entreprises qu'on connaissait, avec lesquelles on travaillait beaucoup. Donc ça nous a quand même bien aidé. Et puis aussi, on souhaitait faire une grosse part en auto-construction. Mais aux auto-construction, on voulait aussi participer en fait avec les entreprises. Donc moi, je voulais un peu les aider en fait à poser des menuiseries, à poser de la ventilation, voilà. Et du coup, ça me semblait, voilà, il fallait forcément qu'on ait des gens qu'on connaisse. Donc ça a été, voilà, une belle expérience en tout cas en ce qui me concerne. Et je pense qu'elle a apporté aussi du coup dans le fruit de travail de l'agence. Et du coup, sur l'éco-bio Alsace, du coup pour l'écolieu, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, on a du coup un maître d'ouvrage qui cherche des bénévoles pour faire des travaux, qui est une association donc qui a très peu de moyens. On a aussi du coup la formation du gabion et leur vocation à eux, en fait, c'est de faire du coup le projet qu'on dessine, c'est de le réaliser, c'est de le réaliser sur leur session en fait et suivant en fait leur cahier des charges sur l'année, ce qui fait que ils peuvent pas avancer aussi vite que le souhaiterait par exemple voilà le projet. Ils vont faire peut-être une ou deux travées par an ou une et demie, ce qui fait que derrière l'éco-bio Alsace, faut qu'ils fassent les autres travées, en sachant qu'aujourd'hui ils n'ont pas forcément les bénévoles pour, peut-être pas non plus toutes les connaissances pour. Et du coup, c'est pas forcément simple de pouvoir défendre aussi un chantier, parce qu'on est sur un projet qui va peut-être durer 4, 5, 6 ans, qui va être géré où il va y avoir un centre de formation, il va y avoir des citoyens, des bénévoles, quelques professionnels. Donc autant dire que ça va être ultra compliqué, mais tout en sachant que maintenant qu'on se rend compte qu'on est obligé de mettre un bureau de contrôle sur le projet, ça risque quand même on va quand même devoir peut-être mettre un peu le nez dedans, mais je sais pas comment encore.
Donc, c'est des projets qui sont vraiment porteurs, qui sont super intéressants, mais aujourd'hui, voilà, on ne sait pas encore comment, encore, on n'a pas toutes les réponses en fait pour arriver à monter le projet le mieux possible et que, voilà, que le projet soit défendu et qu'en même temps, on réponde à toutes les considérations. Donc voilà, je répète juste que je défends, bah, mission complète, le maximum qu'on puisse avec le suivi de chantier, et bien sûr de s'entourer de savoir-faire et puis de savoir-être avec des gens qui ont envie de travailler et qui sont curieux et sérieux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour que les projets se passent bien, c'est quasiment indispensable. C'est même indispensable. Et je finis par une petite notion de coût. Euh, Même si c'est difficilement comparable entre les projets, mais je pense que c'est quand même important à un moment donné qu'on traite ce sujet d'argent. Pour la grange de la Vansenau, en fait, on était avant Covid, donc en fait, on est sur des ratios qui étaient pas les mêmes que ceux qu'on peut retrouver aujourd'hui. Mais malgré tout, on avait fait à l'époque une estimation qui n'était pas cohérente par rapport à ce qu'on avait en référence. Donc nous, on travaille toujours au ratio. Euh, Au début du projet, on travaille en ratio et puis on essaie de voir au démarrage du chantier si le ratio finalement il est à peu près cohérent avec la conjoncture. Du coup, sur la Vansenau, c'était plutôt juste, même si on avait que le clou couvert, on était plutôt pas mal en démarrage de chantier en termes de ce qu'on avait annoncé au départ. Pour Bichot, par contre, on a pris, alors que j'avais chiffré, mais on a pris plus de 25% sur les travaux, alors que c'est des boîtes que je connaissais, mais c'était vraiment cette période ultra compliquée à gérer. Mais malgré tout, on finit, voilà, même si c'est pas forcément tout est comparable, mais qu'on a fait des choses nous-mêmes. Mais pour autant, on arrive à un ratio aujourd'hui sur une réhabilitation globale autour de 1 000 € du mètre carré. Ce qui était, voilà, on voit que finalement, en faisant soi-même, en faisant des éléments soi-même, donc là, en l'occurrence, on avait fait surtout la démol aussi, le désamiantage, toutes ces choses-là, en fait, on les avait fait nous-mêmes et ça part aussi en second terme de notre construction, fait qu'on arrive quand même à réduire fortement les ratios, tout en tenant un projet qui est quand même qualitatif et de travailler avec des boîtes aussi très bien, très bonnes. Et ensuite, on a l'exemple de l'écolieu. Donc là, on est plus sur un projet où on a une conjoncture stable en ce moment. On a une des hausses de prix sur certains éléments. On a pas mal d'appels d'offres qui sont sortis, donc ça nous permet d'arriver à sortir des estimatifs qui sont plutôt pertinents et justes. Et donc là, on est à peu près sur 2 000 € par mètre carré par mètre carré. Ça donne à peu près un ratio, enfin à peu près à 180 000 € la cellule brute. Là, vu qu'on est sur des matériaux qui sont et des niveaux de finition qui sont très bruts, on arrive en fait à tenir un ratio aussi qui est assez bas, parce qu'aussi on a peu de mobilier, peu de choses en fait qu'on peut retrouver dans les maisons, donc toujours à prendre avec des pincettes, mais en tout cas voilà, ça donne un peu des idées sur les coûts des ratios de ce type de bâtiment un peu artisanal, qui n'était bien évidemment pas ce qu'avait en tout cas imaginé Ecobio Alsace au moment du démarrage et au moment même où ils ont acheté ce site. C'est d'ailleurs ce qui crée un peu des tourments. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions. Et voilà, il y a des impondérables en fait qui font que si tu veux faire quelque chose de qualitatif, tu peux pas non plus faire n'importe quoi et que forcément tout a un coût. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir justement leur expliquer en fait d'où vient ce coût et comment on le justifie et comment on peut essayer de trouver des solutions pour avancer. Ouais, je vous ai pas évoqué aussi au-delà des travaux, pardon. Au-delà des travaux, en fait, l'idée, c'est dès le début du projet, d'essayer de penser tout de suite à intégrer les zones de nous, mais aussi les frais des bureaux d'études, les frais de raccordement, les coûts du bien des achats, en fait, pour que en fait, le client il arrive tout de suite une vision globale et il sait où il va, en fait. Et ça, on essaie de le faire dès le départ. Et l'idée, c'est de pouvoir s'y tenir. Forcément, quand il y a eu ce coup avec les inflations qui ont été incroyables, personne ne maîtrisait plus rien. Mais on va dire que j'espère que ça va pas forcément se reproduire tout de suite. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir toujours présenter dès le début pour nous, en tout cas, d'être transparent sur les montants
et que ils aient une vision globale et pas juste de notre prestation ou pas juste des travaux. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous touche assez, voilà. Parce qu'on a déjà eu des retours sur certains projets où on nous a attaqué parce qu'on n'était pas assez transparent, alors qu'on essaie vraiment de l'être plus. Et on accompagne, et au-delà de ça, je ne l'ai pas dit, mais on accompagne aussi un peu les gens dans leur rénovation globale au titre de subvention. Donc, avec les différents projets, on commence à avoir un peu des notions. On est maintenant aussi agrégé pour le MAR, du coup, l'accompagnateur rénovation sur les biens. Donc, ça nous permet aussi un peu d'avoir une meilleure un peu maîtrise de tout ce qui est sujet de subvention et de savoir à peu près combien les gens peuvent espérer. Donc, ça, c'est en marché privé. En marché public, c'est une autre donnée, mais ça, c'est pareil. En fait, c'est autre chose, mais c'est de la même manière. En fait, c'est des choses qui deviennent presque un peu indissociables du projet, en fait. Et ça va, en fait, dans l'idée du coût, c'est qu'en fait, on parle toujours à un moment donné de trouver des subventions et de trouver de l'argent, et encore plus dans l'arène. Voilà. Donc, coût global et transparence. Donc, deux choses très importantes. Voilà pour les 6 points que je voulais aborder aujourd'hui. Merci. Et du coup, peut-être une autre vue sur la partie un peu marché public, où on a quelques projets un peu porteurs qui, des fois, nous permettent en fait, en tout cas, de se rapprocher presque un peu du privé parce qu'on fait pas mal de tests et c'est des projets un peu pilotes auxquels on a répondu et qui commencent à prendre forme aussi. Et ce serait peut-être l'occasion aussi d'en parler dans le cadre d'un marché public qui est un petit peu différent. Voilà, merci pour l'attention. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup pour ta présentation. Très instructif. Pour le coup, la rénovation, c'est vraiment un sujet, c'est pour ça qu'on les traite dans les revues de projet en ce moment. C'est un sujet d'actualité avec, entre autres, la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Et, on se rend compte aussi que le bâti, et spécifiquement le bâti ancien, fait partie des ressources à valoriser sur nos territoires. Euh, J'enchaîne avec une remarque de François Brun qui nous écrit sur le chat du live YouTube. C'est un petit complément qu'il fait. Il dit, donc François Brun, bureau de contrôle, un contrôleur technique, la paille hachée de Helio a un ATEX A qui concerne les mobs, donc c'est le DTU 31.2, et les FOB, DTU 31.4, et jusqu'à 28 mètres de haut, alors que les règles du RFCP ne concernent que des R+2. Voilà, ça c'était pour la petite précision de François. Merci François pour ça. Ah oui, j'ai découvert d'ailleurs la paille hachée grâce à leur projet qu'ils font en ce moment à Saint-Dié, là. Je sais pas s'il est fini. Et c'est de là, en fait, qu'est venue, en fait, l'idée de pouvoir essayer de le développer un peu aussi chez nous, en Alsace. Et de pouvoir un peu faire des chantiers tests parce que du coup, en fait, c'est une coopérative. Yellow est une coopérative et en fait, pour pouvoir poser, en fait, il faut suivre une petite formation. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a aucune formation qui a lieu dans le Grand Est. La plus proche étant à Lyon. Donc, du coup, pour les entreprises, que ce soit de charpente ou autre, de devoir payer et en plus se déplacer pour une formation, en fait, c'est un gros point de blocage. Donc, dans l'idée, en fait, c'est que le petit projet qu'on a à Saverne, dans l'idée, c'est de pouvoir faire un petit projet, du coup, de faire venir quelqu'un sur site et de former quelques artisans et de donner une espèce de dynamique, en fait, pour essayer de développer la paille hachée. Oui, voilà, bah, parfait. Du coup, on valorise nos ressources en fibres végétales. Alors, François précise R+2 ou R+3, car la limite est 8 mètres. Voilà. Donc, sachant que ça existe, et n'hésitez pas à contacter Gilles s'il y a des questions plus spécifiques par rapport à ça. Alors, pardon, je lis en même temps et j'avais moi aussi noté des petites questions.
Tant que personne ne lève la main, j'y vais, hein. On va y aller comme ça. Alors, pour le coup, la rénovation, et comme toi, j'ai fait la formation éco-rénovation du bâti ancien, qui est dispensée par l'INSA Strasbourg et le Parc des Vosges du Nord. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, vraiment, là, c'est un vrai savoir-faire de rénover, en tout cas du bâti ancien. Donc c'est tout le bâti qui est d'avant 1948, qui représente à peu près un tiers du bâti, du patrimoine immobilier français. Donc véritable enjeu. Et ça demande un véritable savoir-faire. On se rend compte que c'est vraiment des méthodes au cas par cas. D'où l'importance pour nos professions de monter en compétence sur ces sujets, de se former. Et moi, j'avais une question, et du coup, ça rejoint un petit peu les notions de coût global que tu énonçais tout à l'heure. C'est par rapport aux financeurs. Je me demande si, d'ailleurs, s'il y a des financeurs qui nous écoutent, à bon entendeur, si ce serait pas plus pertinent de financer du jus de cervelle, c'est-à-dire des architectes et des bureaux d'études au moment des études, plutôt que des travaux qui n'entrent, alors je vais un peu être dur, mais qui n'entrent pas souvent dans les bonnes cases et du coup qui ne sont pas forcément toujours éligibles au moment des travaux. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Gilles. Je sais, je crois en tout cas que la maîtrise d'œuvre est quand même subventionnée en partie, je crois, je sais plus par qui, mais sur les marchés publics, il y a des subventions qui existent sur la maîtrise d'œuvre. Mais c'est vrai qu'en effet, on n'a pas trop de notions. C'est c'est toujours pareil, c'est que pour l'instant, ce qu'on voit en fait, c'est que personne n'est formé et que ce soit au-delà des archis, c'est aussi des artisans en fait, la plupart du temps. Et que du coup, pour l'instant, c'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs, en tout cas sur le marché privé et dans la réno du bâti ancien. C'est qu'aujourd'hui, si on fait pas appel à un archi, on va appeler un artisan tout de suite. Et du coup, cet artisan-là, lui, il va proposer un produit qui peut être tout et n'importe quoi, mais qui n'est souvent tout sauf biosourcé, mais du coup qui est éligible à des aides. Et là rentre en fait la problématique, pour moi la plus grosse problématique, c'est qu'il n'y a pas de valorisation réelle de l'utilisation de matériaux géo et biosourcés. Et tant que ça ne marchera pas, en fait, il n'y aura pas ce déclic, il n'y aura pas cet automatisme qui sera créé. Donc voilà, c'est au-delà du fait de valoriser un peu aussi nos compétences et un peu de matière grise, c'est surtout que je pense que les matériaux biosourcés ne sont pas aujourd'hui valorisés, faute de connaissances peut-être, et pensant toujours que c'est plus cher. Mais, euh, mais voilà, je pense que là-dessus, il y a un gros travail à faire. Je veux dire parce qu'ils sont pas normalisés, ils sont pas, Ouais, au-delà de enfin, ça, c'est qu'ils sont pas forcément connus aussi. ouais, Tu ok. vois, la personne qui veut faire une réhabilitation thermique chez elle, qui veut faire réisoler par l'extérieur, je sais pas, peu importe. Tu vas faire, je le vois, hein, la personne va faire trois devis. Il n'y en a pas une qui va lui proposer la variante de faire autre chose que du polystyrène. Euh, parce que parce que l'artisan lui-même n'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste qu'il, pour lui, ça, c'est pas quelque chose d'automatique. Donc, en fait, il n'est pas formé à autre chose, ou parce qu'il l'a fait une fois et que ça l'emmerde. Donc, en fait, c'est là le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut que tout le monde soit sensibilisé, en fait, et que au moins, le client puisse avoir le choix. Parce que le truc, c'est que dans beaucoup de rénovations, nous, on n'est pas là, pas assez. Donc, en fait, il y a trop de choses qui sont aujourd'hui dans le bâti ancien qui sont catastrophiques parce qu'en fait, parce qu'il n'y a pas les notions qui vont avec. Donc, je pense que le devoir de formation, au-delà qu'il est obligatoire pour nous, les archis, devra aussi l'être pour les artisans. Bien sûr. D'où l'importance de faire lobby, de faire des exemples et de donner envie à la mise en œuvre de ces matériaux-là. François réagit encore un petit peu sur le chat où il dit: Tu peux me questionner sur le R+9 de Saint-Dié, dont je suis le contrôleur technique. Donc, ça, c'est super. Oui, On je sais, pourra je sais. pouvoir avoir plein d'informations là-dessus. Malheureusement, François n'est pas connecté à la visio, donc il ne peut pas réagir, on ne peut pas lui donner la parole, mais
Il tape dans le Ce chat. sera Et avec après, plaisir, François. il donne une remarque quand même très intéressante à prendre en compte, je pense. Il dit dans les travaux sur l'existant, il faut absolument chiffrer les aléas qu'on ne peut pas connaître au départ. Alors ça, évidemment, parce que c'est toujours des surcoûts. Alors, est-ce qu'on prévoit 5 000, 10 000, 20 000? On ne sait pas, parce qu'on peut tomber, par exemple, sur une mérule, par exemple, un champignon, et hop, on a un petit ticket à 50 000 euros qui part. Bon, c'est très difficilement anticipable. En tout cas, on peut le faire avec des diagnostics. Encore une fois, il faut se former. euh, et ça ne se fait pas au doigt mouillé. Alors, moi, ça C'est rejoint une question slash remarque que j'ai par rapport au coût global. Euh, je trouve que c'est aussi important à mettre en lumière, c'est qu'on a un moment, un instant T, une rénovation qui se fait sur un bâtiment. C'est-à-dire qu'on va injecter de l'argent dans des études et dans des travaux, et ça va durer peut-être 1 an, 2 ans, voilà. C'est un épiphénomène dans la vie du bâtiment. Et après, une fois qu'on l'a lancé, selon alors la qualité de l'air, enfin la qualité de l'étanchéité à l'air qu'on aura mis en œuvre, le type de chauffage, l'énergie qu'on aura choisi pour se chauffer, etc. En fait, quand on observe sur les 20 ans, 30 ans qui suivent la vie du bâtiment, en fait, on a un coût qu'on peut considérer comme un coût global à considérer, et ça peut passer très facilement de 40 000 à 80 000 euros sur 20 ans. Et donc, d'où l'importance des choix euh, les plus avisés dès le départ à ce moment de la conception et du chantier. ouais, c'est Euh, juste. voilà. Est-ce que tu as quelque Ouais, chose c'est très à... juste. C'est qu'en fait, c'est que ça en revient un peu à ce qu'on faisait avant, enfin, ce qu'on disait avant, c'est que du coup, les projets, là, quand on commence à faire des rénovations un peu qualitatives, c'est qu'on se retrouve à faire des bâtiments qui, dans 20 ans, on va pouvoir tout arracher et tout refaire. Et d'où l'intérêt, justement, de travailler sur des matières et des matériaux et des savoir-faire qui font que le bâtiment, il va vieillir, et il va durer 50, 100 ans, comme l'a pu l'être, en fait, sur les bâtiments sur lesquels on intervient. Et ça, ouais, c'est vrai que cette notion en fait de durée de vie du bâtiment est très importante, c'est juste. Ben, disons que ça met surtout en perspective justement l'intervention d'un architecte ou d'un bureau d'études bien formé à l'éco-rénovation du bâti ancien, de l'éco-rénovation en général. C'est que les 5 000 euros ou les 10 000 euros ou les 30 000 euros de mission qu'on va lui donner, on les récupère largement derrière dans une rénovation, dans une opération qui a été correctement Mmh. menée. Oui, c'est juste. Oui, c'est un argument supplémentaire en fait, en tout cas pour en parler et que, oui, clairement d'intégrer en fait cette notion de vie du bâtiment parce que c'est clair qu'il s'arrête, même si nous notre mission elle s'arrête quand on a réceptionné, la vie du bâtiment elle commence. Et c'est vrai que du coup, pour le maître d'ouvrage, lui, ses coûts de maintenance, ses coûts d'entretien, ses coûts de voilà, ça fait partie d'un coût global sur le long terme. Quand souvent il a fait, en plus fait des prêts sur 10, 15, 20, 25 ans, c'est clair que c'est une donnée qui est à prendre en compte. Ouais, c'est juste. Voilà, alors, vu que il n'y a pas d'autres questions, je poursuis, hein. Et là, je reviens sur l'exemple que tu citais tout à l'heure de Bofsheim, et ça serait pas mal d'avoir une réponse à deux voix avec Manuel Zepfel, qui est aussi en ligne avec nous. Euh, c'est un lieu atypique, je découvre un petit peu le projet au moment de ta présentation. Euh, les ambitions, les enjeux de ce lieu, la formation qui va y prendre place, est-ce que vous pouvez un petit peu en parler plus, surtout les ambitions long terme? Ben, j'avoue que je les connais pas trop encore, les ambitions à long terme. Eh ben, je vais prendre la parole du coup. Bonjour à tous. Salut Manu, Euh, merci de nous rejoindre. ouais, salut. On s'est installé à Bofsheim parce que voilà, le projet nous semblait vraiment intéressant et c'est aussi un terrain de jeu qui est assez où il y a tout à faire. Donc pour nous, ça nous intéresse avec toutes les difficultés qu'a évoqué Gilles, hein, qui sont réelles. Mais là, on a vraiment de la place pour s'exprimer, effectivement, pour expérimenter aussi. Et le maître d'ouvrage est vraiment ouvert à ça. Donc, ce sera à la fois un lieu de formation, mais aussi un lieu d'expérimentation, clairement.
avec, voilà, avec un peu de recherche et développement, tout ça. Et donc, les ambitions à long terme, oui, c'est de pérenniser l'opération d'année en année, du moment où la région, l'Europe, ou voire la Fondation du patrimoine nous suit. Et après, voilà, et en faire un showroom géant in situ, quoi. Là, on est en train de maçonner de la brique de terre crue dans la salle de cours, faire des enduits terre sur panneaux de roseaux. Donc voilà, on commence à faire un petit showroom déjà dans la salle de cours, qui c'est aussi salle de réunion, hein, qui pourra être louée à différentes personnes. Voilà un petit peu. D'accord, donc à terme, ce sera comme une sorte de laboratoire ou en tout Alors, cas un lieu qui pourra. Oui. nous concernant, oui. Alors, concernant la volonté de EBA, donc les propriétaires, c'est effectivement, comme disait Gilles, vraiment accueillir des artisans, surtout un lieu artisanal avec un peu de logement pour les gens qui y travaillent. Et après, un lieu de rencontre, d'échange avec un restaurant, voilà, un lieu pour favoriser le lien social. L'idée étant de créer un écolieu. Donc, un écolieu, ça englobe en fait de faire une petite enclave en fait où ils peuvent vivre un peu en autonomie, mais tout en ayant cette volonté de pouvoir partager et de transmettre en fait et de devenir un peu un site expérimental. Donc, pourquoi je disais que je ne maîtrisais pas trop, c'est qu'en fait, malgré qu'ils ont acheté ce site qui est très grand, il englobe des bâtiments qui sont ultra denses, qui sont très très denses sur une partie, qui ont très peu de lumière, qui ont été aménagés pour une activité très particulière et qui nécessitent des travaux très très lourds. Donc ça nécessite en fait de faire une FESA et de se poser vraiment sur la programmation en fait de ce lieu et de voir comment on l'organise. Et c'est pour ça qu'au départ en fait la demande et même je pense qu'elle était justifiée, c'est d'être se concentrer plus sur un bâtiment qui est un peu à part, qui est un peu autonome pour essayer d'en créer une première expérimentation en fait autour de cellules artisanales qui permettaient de faire vivre le site. Voilà. Mais bien sûr qu'à terme, l'idée c'est de pouvoir faire vivre le lieu dans son intégralité. Évidemment. Tout à fait, c'était aussi pratique pour nous, pour la formation, pour mettre doucement le pied à l'étrier, avoir ce petit, entre guillemets, bâtiment qui est effectivement un peu autonome et qui est plus simple à gérer que tout le reste de l'ensemble, quoi. D'accord, ben super, on a hâte de voir la fin des travaux, c'est prévu pour quand? Enfin, la fin des travaux. Quand est-ce qu'on va pouvoir imaginer qu'il commence à y avoir quelque chose là-bas? Dès maintenant. Ah oui, dès maintenant, ok. C'est même un sujet pour le Gabion. Je rappelle rapidement que le Gabion, c'est un centre de formation sur plutôt axé sur la rénovation et l'éco-rénovation Et restauration du patrimoine. et restauration du patrimoine. Et du coup, qui va s'installer? Le Gabion va s'installer à Bofsheim. On y est déjà, depuis décembre. Ah, déjà depuis décembre, ok, super. Et d'ailleurs, Gilles, tu as commencé à donner des cours là-bas. C'est pour ça qu'on a reporté cette revue de projet. Exact. Voilà, ok, ben on est en plein. C'est bon, on est à jour. On est à jour. On est dedans, c'est bon. Bah écoutez, merci tous les deux. Manu, est-ce que tu veux rapidement nous présenter la formation du Gabion, tant qu'à faire, autant faire lobby jusqu'au bout? Je peux prendre 2 minutes si vous voulez. Bien, ouais, très bien. Bien sûr. C'est une formation donc pour des gens en reconversion professionnelle, donc, comme l'a dit Gilles, formation pour adultes. Donc c'est 9 mois à plein temps avec 2 tiers du temps sur chantier école, donc à Bofsheim, pour travailler sur le chantier qu'a montré Gilles, et 1 tiers du temps en entreprise. Donc là, ils sont 2 semaines en entreprise en ce moment. C'est le premier stage. On a démarré début décembre. Et voilà, c'est des stages de 2 ou 3 semaines. Et voilà, et on forme de futurs artisans. Et pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'architecture ou qui sont déjà architectes, rester éventuellement dans ce milieu-là. Ou alors d'autres projets professionnels. Mais voilà, c'est avant tout des formations pratiques où avec différents types de modules. Et on voit effectivement, on parcourt un petit peu tous les biosourcés, à la fois en théorie, mais on les met aussi en œuvre. Donc il y a le ProPaille qui est intégré. Comme l'a dit Gilles, il y a Arthur Éloin de Ménibus qui vient faire la projection terre-chanvre pour professionnels, où on sera avec les stagiaires du Gabion. Donc, il y aura à peu près 25 stagiaires en même temps pour 4 formateurs, avec 2 machines à projeter. Et on projette sur chantier, quoi. Ensuite, on maçonne de la brique crue, on fait du torchis, la charpente traditionnelle, équarrissage à la hache, taille de pierre, maçonnerie pierre, etc. etc. Voilà. Ouais, Avec avec un diplôme à la fin.
de niveau CAP, ce qu'il faut pour ouvrir son entreprise. D'accord. Eh ben, merci pour cette initiative et l'investissement. On va suivre ça de près. Gilles, je reviens vers toi, j'en profite à fond puisque il n'y a pas d'autres questions. Simplement, si tu devais maintenant te mettre dans les choses, ce que tu as fait d'ailleurs, si tu devais imaginer que tu es non-sachant, tu es un particulier qui a sa maison à rénover, euh, qu'est-ce que tu te conseillerais pour rénover ta maison? Si j'étais non sachant, ici. Maintenant, tu oublies tout ce que tu as appris. Quels seraient les meilleurs conseils que tu puisses te donner? Et en même temps, si on peut en profiter, quels seraient les conseils que tu peux donner dans la foulée aux futurs professionnels de la rénovation? Putain, tu poses une colle là. En tout cas, pour les professionnels de la rénovation, je leur en aurais parlé quand je les ai vus. Je leur ai vraiment dit que pour moi, leur engagement, en fait, déjà le fait de peut-être passer par la formation, de faire cette formation, d'avoir passé le pas, en fait, pour certains, d'aller dans ce type de voie, alors qu'ils étaient depuis 20 ans chez Vinci, ou voilà, ils étaient en école d'archi, ou enfin bref, peu importe, ou qu'ils étaient dans d'autres milieux, commercial ou autre. Je trouve que voilà, c'était un pas qui était incroyable. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment c'est top. Peu importe en fait ce sera à l'issue. Je trouve qu'à un moment donné, ça fait partie en fait aussi un peu de cette génération qui fait que on peut en fait passer à autre chose du jour au lendemain. On peut se donner les moyens de le faire. Et je trouve qu'à un moment donné, suivre cette formation, c'est génial. Et forcément, ils sensibiliseront autour d'eux, que ce soit qu'ils deviennent des professionnels ou alors que ça reste, qu'ils en restent à leur seuil de particulier. Je pense qu'à un moment, ils pourront sensibiliser autour d'eux. Et en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de leur apporter, c'était justement cette vision globale. C'est-à-dire que c'est ce que je défends, c'est ce qu'on défend là dans nos différents travaux. Et ce que j'ai défendu aujourd'hui, c'est que en fait, et c'est ce que je pourrais faire si j'étais novice, c'est qu'en fait, il faut avoir une vision qui soit pas juste ma petite personne et ce que je voudrais, que je suis, mais que je m'ouvre en fait et que je me dis que je ne suis pas sachante et je ne sais pas tout, et que je vais m'entourer de personnes les plus saines possibles et les plus pro possibles, qui portent les mêmes valeurs que moi, et donc à moi en fait de monter en fait ce que je souhaite faire et de savoir où est-ce que je veux aller et donc de m'entourer des meilleures personnes. Et du coup, c'est voilà, c'est ce que j'avais en tout cas essayé de leur dire, c'est d'avoir une vision globale. Et du coup, l'archi était un petit peu cet élément qui permettait d'avoir un premier pas en fait dans le monde de la construction, qui est un monde qui peut être complexe et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un rapporteur. Et du coup, l'architecte peut jouer ce rôle. Donc, c'est de choisir la bonne personne qui puisse en fait l'accompagner, qui pourrait m'accompagner dans mon projet si j'étais novice, et qui peuvent les accompagner eux aussi dans leur pratique. C'est de bien s'entourer et d'avoir toujours une vision globale. Que ce soit quand tu es artisan, essaye de pas juste réfléchir à ton ouvrage, à ton isolation, mais d'avoir une vision un peu plus haute, de se dire qu'est-ce que ça induit pour le corps de métier qui est à côté ou pour si. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on ait beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'on est trop rivé un peu sur soi et le nez dans le guidon, mais qu'on n'a pas une vision où on ouvre un peu les chakras. Et ça, c'est l'avantage de notre profession, c'est qu'on est obligé en fait de s'intéresser un peu à tout et de travailler avec tout le monde. Et c'est bien, c'est en ça, je trouve que voilà, que j'avais essayé d'inculquer en tout cas et d'apporter un peu aux stagiaires, et que je me forcerai en tout cas à faire, c'est de bien m'entourer si je devais lancer mon projet de rénovation.
Voilà. D'accord, ouais. Eh ben, c'est très clair. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi que quand on entend les échos de particuliers qui souhaitent rénover leur maison, qui se lancent dans des projets de rénovation et qui se rendent compte, parce que plus ils grattent, plus ils apprennent les choses et plus ils se rendent compte à quel point c'est compliqué, c'est long, c'est cher. Euh, c'est toujours d'autant plus l'intérêt de faire lobby sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que la frugalité, c'est un écrin formidable pour ces raisons-là. Euh, Merci Gilles pour cette présentation. Merci à tous pour les échanges, les apports. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous retrouver pour les prochaines revues de projet. N'hésitez pas à me faire part de sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde ensemble. Là, on va peut-être en faire encore une ou deux sur la rénovation. Et puis, on parlait avec Jean-Baptiste Compin de faire le lien avec l'actualité. On évoquait l'idée d'explorer des thématiques sur des interventions d'urgence, style post-catastrophe, voir un petit peu qui fait quoi et où après des sinistres. Et la porte reste ouverte quand même à toutes les suggestions. Dans tous les cas, les revues de projet, elles se veulent participatives, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des expériences à partager. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 mois, le vendredi 7 mars 2025, même heure et même endroit. Et du coup, merci à tous et au plaisir. Merci beaucoup. Salut. Salut!